Bonjour à tout le monde. Je suis Chiara Piaggio, de formation philosophe anthropologue. J'ai travaillé longtemps dans différents pays de l'Afrique subsaharienne dans le domaine du développement. Et actuellement, je m'occupe de philanthropie et de promotion de la culture africaine contemporaine, notamment dans le domaine de la littérature. Et je laisse Sami se présenter. Oui, bonjour, je suis Sami Tchak, de mon vrai nom Sadamba Tchakoura. Je suis né au Togo, je suis togolais, mais je vis en France et ai la nationalité française. Je suis de formation philosophe et sociologue comme Chiara. J'ai travaillé un tout petit peu pour ma thèse au Burkina Faso et puis pour mes recherches en tant que sociologue à Cuba et en Colombie et au Mexique. Maintenant, depuis une vingtaine d'années, je ne fais qu'écrire, je suis écrivain. Merci. Alors, aujourd'hui, on va parler de littérature africaine. C'est un sujet assez vaste qui touche plusieurs aspects, linguistiques, géographiques, anthropologiques et peut-être philosophiques aussi. Et comme point de départ, je voudrais parler d'un projet qu'on a en commun, qui nous voit impliqués tous les deux, avec des rôles bien évidemment différents. Et il s'agit d'une anthologie de littérature africaine contemporaine que j'ai confectionnée en collaboration avec Ijaba Shego, l'écrivaine italienne d'origine somalienne, et qui sortira pour la maison d'édition Feltrinelli au mois de juin sous le titre de Africana. Et ce n'est pas une anthologie dans son sens classique, c'est-à-dire ça n'a pas l'intention de proposer un cadre complet de la littérature africaine contemporaine, ni de sélectionner les meilleurs auteurs de l'Afrique. C'est simplement un recueil, une collection de 19 auteurs qui nous proposent surtout des nouvelles, mais aussi quelques brefs essais et une narration visuelle. On trouvera parmi eux des auteurs qui sont déjà très connus dans le monde, comme Sami Tchak et comme Chimamanda Adichie Ngozi ou Taye Selassie ou Nova Violet Bulawayo et autant d'auteurs émergents, disons une très nouvelle génération d'écrivains contemporains africains. Et l'idée de l'anthologie est née de la volonté de porter en Italie ce qui est la richesse, la vitalité de la littérature africaine contemporaine qui est en train de vivre une période assez éclatante, on peut dire, avec des très grands succès un peu partout dans le monde, et aussi en même temps de la volonté de parler de l'Afrique à travers sa littérature, c'est-à-dire avant tout de montrer la variété de l'Afrique. On sait que c'est un continent énorme de 54 pays avec des langues différentes, des cultures différentes, des parcours historiques, politiques complètement différents les uns des autres. Mais de l'extérieur, on a un peu la tendance à voir le continent comme un lieu unique, comme un lieu homogène. Et c'est pour ça qu'on a choisi de sélectionner des auteurs très différents les uns des autres. C'est-à-dire, on aura les auteurs de la diaspora, on aura des auteurs qui vivent encore en France, des auteurs qui publient dans les grandes revues internationales, d'autres qui publient dans des revues africaines, et on traitera aussi des sujets très différents, c'est-à-dire on trouvera des textes plus intimes sur la vie quotidienne, d'autres plus ironiques, d'autres plus forts, plus violents, presque noirs peut-être. Et en plus, on voulait parler, si on peut dire comme ça, de l'Afrique de l'intérieur. C'est-à-dire, l'Europe a toujours beaucoup parlé d'Afrique et disons qu'il a fait assez mal, ou du moins l'a fait d'un point de vue extérieur. Et tandis que la littérature, je crois, elle peut jouer un rôle pour porter un regard, pour montrer une Afrique qui s'auto-représente et quand même pour porter des imaginaires différents. C'est-à-dire, on l'a vu déjà avec les auteurs postcoloniaux qui nous ont montré un point de vue africain face à l'histoire.
Et maintenant, les choses, bien évidemment, ont changé. Maintenant, l'histoire a changé, les imaginaires ont changé, l'Afrique a beaucoup changé. Mais quand même, il y a des clichés, disons, qui ont été assez dominants pendant longtemps, qui maintenant sont plus si dominants, mais un petit peu, ils sont encore là. Et en plus, je crois, je peux dire de ce qui est mon expérience africaine, que l'Afrique, peut-être, elle connaît le reste du monde bien plus que le reste du monde la connaît. C'est-à-dire, en Afrique, on parle les langues occidentales. Souvent, on étudie sur des livres occidentaux. On écrit dans les langues occidentales. On voit les films américains, français ou de n'importe où. C'est-à-dire, on a une très grande connaissance de ce qui sont les autres cultures, tandis que, de l'autre part, la connaissance de l'Afrique est un petit peu encore limitée. Et donc, je crois que la littérature peut aider à faire circuler des imaginaires d'une façon plus immédiate. Et parmi les textes qu'on a inclus dans l'anthologie, on trouvera un bref essai de Samy, qui est un extrait de son livre La couleur de l'écrivain, un livre que personnellement j'ai vraiment aimé, que j'ai trouvé très très poignant, très très intelligent, avec un point de vue particulier sur la littérature africaine. Et donc le texte qu'on a choisi, c'est un extrait, c'est un chapitre qui est Mal de nation. Et sur ça, je te laisse la parole. Oui, tout est résumé. C'est vrai que l'Afrique est vue comme un ensemble homogène, je pense à la fois de la part des Occidentaux, mais aussi des Africains. Parce qu'il faut aussi rappeler que beaucoup d'Africains ont l'habitude de dire « chez nous en Afrique ». Ceci se passe comme ça ailleurs, mais chez nous en Afrique. On peut comprendre pourquoi. Parce que à un moment, l'Afrique, comme Mudimbe l'a démontré, est une forme d'invention à la fois occidentale et africaine. Donc, quand on dit l'Afrique, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle de cet ensemble homogénéisé par la colonisation ou est-ce qu'on parle des réalités tellement diverses, même si elles recoupent des points très, très communs? Il y a beaucoup de choses qui sont communes aux sociétés africaines par-delà les diversités. Et quand on revient à la littérature, c'est peut-être ce qu'on a tendance aussi à voir. On dit la littérature africaine. On entend même dire la littérature africaine, pas les littératures africaines. Alors que c'est vrai, les littératures africaines qui se déclinent en anglais, en portugais, en espagnol, ce qu'on oublie les espagnols, en français ou dans des langues africaines comme le swahili ou le wolof, sont très, très diverses. Cependant, pour moi, elles ont un point relativement commun, c'est ce que je tente de montrer dans Mal de nation. Je pense que les littératures sont d'autant plus puissantes qu'elles sont portées par une nation. C'est vrai, la notion de nation est aujourd'hui ambiguë, mais on peut quand même se rappeler que ça renvoyait peut-être très objectivement à un territoire et à une langue. Si on parle de l'Italie, on pourrait aussi, par exemple, se rappeler l'importance qu'a eu la comédie de Dante par rapport à une sorte de formalisation d'une langue. Le problème des littératures africaines, c'est que s'écrivant dans des langues occidentales, elles ont un lien, vraiment un lien de subordination directe avec les pays qui ont ces langues-là comme langue maternelle. Du coup, les écrivains africains sont en grande majorité révélés dans les pays des langues qu'ils utilisent. La plupart des francophones n'ont d'existence dans le monde qu'à partir de la France. Beaucoup d'anglophones, on a beau dire ce qu'on veut, ont une existence à partir des États-Unis et de la Grande-Bretagne, même si le Nigeria, l'Afrique du Sud peuvent les révéler. Dans ces conditions-là, les pays africains sont producteurs de littérature par leurs ressortissants, mais leurs littératures sont considérées plus ou moins comme des littératures incorporées à la littérature occidentale, sinon des littératures occidentales les acceptent plus ou moins en littérature peut-être périphérique. C'est en train de changer.
c'est en train de changer comme tu l'avais dit dans l'introduction, c'est en train de changer. Mais globalement, ces littératures-là sont encore sous l'égide direct des centres de publication, de légitimation occidentaux. Ça, c'est quand même un problème parce que nos pays n'ont pas des structures adéquates pour nous permettre de vivre de façon autonome comme écrivain chez nous avant d'aller à la conquête du monde. Nous partons d'emblée à la conquête du monde depuis les pays occidentaux avant même d'être connus dans nos propres pays. Oui, je suis très d'accord. Presque, je pourrais dire à partir de... Oui, là, j'ai fini avec... J'ai plus entendu la dernière phrase, je m'excuse. Oui, ma dernière phrase, je disais, nous partons à la conquête du monde à partir des pays occidentaux avant même d'être connus dans nos propres pays. Oui, je suis très d'accord avec... ça, c'est quand même avec ce que tu dis. C'est-à-dire, je crois que la question des langues est une question fondamentale qui peut-être n'est pas trop considérée généralement. C'est-à-dire, en Afrique, on a plein de langues différentes, mais finalement, oui. les langues officielles, les langues institutionnelles, les langues de l'instruction et donc les langues de l'écriture, ce sont les langues occidentales. Et ça, déjà, c'est une particularité, c'est-à-dire le fait d'écrire dans une langue qui n'est pas la langue maternelle. Je crois que c'est quelque chose qui n'est pas évident, qui a un peu une particularité de l'Afrique. Et ça a comme conséquence assez naturelle, je crois, si on vient d'un pays qui n'a pas un grand développement dans le domaine littéraire, qui n'a pas de maison d'édition très importante, qui n'a pas un lectorat de pensée de publier en France ou en Angleterre. Et aussi il y a des implications, puisque quand on part à l'étranger, c'est-à-dire c'est avec tout un système avec qui on a affaire. C'est-à-dire on a les maisons d'édition, on a la presse, on a les agents littéraires, on a un lectorat aussi, et c'est tout un monde, tout un système qui a déjà des attentes peut-être par rapport à la littérature africaine, par rapport à ce que doit être un bon roman africain. Et peut-être c'est pour ça que, c'est-à-dire quand on parle de littérature africaine, on a toujours un grand débat, on a toujours beaucoup d'enjeux. C'est-à-dire, il y a les auteurs qui disent non, je veux pas être défini comme écrivain africain, puisque je n'habite plus l'Afrique et je me sens pas représenté par cette étiquette. Donc, je veux être écrivain tout court. Ou bien, on a parlé de la littérature monde. C'est-à-dire, il y a toujours des catégories qui sont difficiles un peu à encadrer. Et en même temps, on a toujours, je trouve, quand on parle de littérature africaine, utilisons ce terme, une très grande attention au sujet des romans. C'est-à-dire, peut-être on s'attend quelque chose de particulier des auteurs africains. Je sais pas, mais on sait qu'il y a des auteurs qui ont été accusés peut-être de faire de la pornographie de la pauvreté, d'autres qui ont été accusés de donner une image négative de leur propre pays, de donner une image négative du continent, de se soumettre en quelque sorte à ce que sont les attentes occidentales. Et peut-être ça, c'est le fait de publier dans un pays qui n'est pas le sien, puisque quand on est à l'étranger et on publie un roman, c'est un peu une façon de peut-être de représenter un pays. C'est-à-dire, c'est clair que c'est pas ça. Un écrivain ne représente que soi-même, mais de l'extérieur, peut-être, on a un peu une attente de connaître un pays, de connaître quelque chose, de identifier un peu l'écrivain avec le pays ou avec l'Afrique. Oui, ça c'est vrai. C'est même l'un des problèmes, je pense, de toute la littérature africaine. C'est vrai, quand on publie des livres, par exemple en France, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, il y a de la part des éditeurs, des agents littéraires, il y a quand même une vision. Cette vision-là est non seulement en rapport avec ce qu'on pense que l'Afrique est, mais aussi de ce qu'on croit que le lecteur
en général, le lecteur occidental pourrait digérer de ce qu'on dit de l'Afrique. Auprès des éditeurs, il est clair qu'on peut même avoir des observations dans le genre, ça ce n'est pas très africain. C'est comme si l'écrivain africain a un cahier de charges particulier, il n'a pas encore l'autonomie de ces sujets. Il y a des sujets qui ne passeraient pas parce que ils seraient peut-être considérés comme d'une grande banalité. Je me souviens une fois, l'écrivain Jamal Majoub, le Soudanais Jamal Majoub, très grand écrivain qui maintenant publie aussi des polars sous le pseudonyme de Parker Bilal. Jamal Majoub disait que quand il a écrit un roman où il était question plutôt de l'Angleterre, il a une mère anglaise. Son agent littéraire lui-même a dit, ce roman-là aura du mal à passer parce que de la part du Soudanais que tu es, avec les problèmes du Darfour et bon, l'Angleterre peut-être que. Or, il a une mère anglaise et il vit en Angleterre. L'agent littéraire lui dit quand même que bon, Soudanais, peut-être que le Darfour pourrait. On parle d'un très grand écrivain. Ça n'arrive peut-être pas toujours de cette manière-là, mais pour moi, le plus insidieux, c'est la façon dont l'écrivain africain lui-même va finir, ou bien des écrivains africains vont finir par intégrer l'idée de la littérature ou des littératures africaines. On n'aura peut-être plus besoin de leur imposer des sujets. Je pense qu'eux-mêmes les définiraient en fonction des attentes qu'ils ont. Donc, en lisant peut-être là des critiques sur des textes, en lisant des textes d'auteurs qui marchent, ça structure une façon de voir la littérature ou les littératures africaines et les écrivains eux-mêmes se mettent directement dans la bonne ligne de la littérature africaine ou des littératures africaines. Du coup, quand on observe très bien l'évolution de ces littératures-là, on se rendra compte que les thématiques n'ont pas tant que ça évolué depuis des décennies. On peut retrouver des thématiques très politiques ou très sociales. Ce qu'on ne va peut-être pas suffisamment voir, ce serait peut-être des écrivains construisant des œuvres à partir de leurs propres obsessions, leurs rêves, leurs fantasmes même, leurs maladies. C'est-à-dire, à un moment, le roman africain, si on peut l'appeler ainsi, entre guillemets, même dans sa diversité, demeure en grande partie un roman politique et engagé. Il est politique et engagé parce qu'un écrivain africain a quelque chose forcément à dire sur sa société. Il a forcément un point de vue à faire valoir. Il a forcément un combat à mener. Et ça, je pense que ça vient aussi des attentes qui se sont progressivement imposées et que les écrivains ont eux-mêmes intégrées. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que des auteurs africains, on s'attend toujours des combats, c'est-à-dire on s'attend qu'ils touchent des thèmes sociaux, qu'ils parlent de quelque chose de particulier, pas simplement d'une fantaisie, d'une fiction. Et ça a des conséquences aussi, le fait de publier à l'étranger, je crois du point de vue économique, disons, c'est-à-dire c'est quelque chose d'assez particulier que les maisons d'édition africaines, souvent, elles se trouvent à acheter les droits des auteurs de leur propre pays au lieu de vendre les droits des auteurs de leur pays. Et aussi pour ce qui concerne la popularité des auteurs, c'est-à-dire les auteurs, souvent avant, ils deviennent connus à l'étranger et après, ils deviennent connus dans leur pays. Et c'est quelque chose d'assez bizarre. Normalement, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire un écrivain part de son propre pays en publiant dans son propre pays et après, peut-être, il devient connu à l'étranger. Tandis que pour ceux qui concernent l'Afrique, c'est souvent le contraire. C'est vrai, c'est le contraire, je le dis dans la couleur de l'écrivain, que pour la littérature, on est prophète d'abord chez soi. Et je parlais de Modiano, il n'avait pas encore le Nobel au moment où j'ai publié la couleur de l'écrivain. Modiano est tellement connu en France, c'est un prophète en France, mais il n'était pas connu, même dans des pays européens, il n'était pas si connu que ça en Europe.
il n'était pas si connu en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Je ne sais pas s'il était si connu que ça en Italie. Mais en France, il était très connu. C'est grâce à son impact peut-être littéraire en France qu'il a pu avoir le Nobel. Et il y a beaucoup d'écrivains très, très connus dans leur pays qui ne sont connus nulle part ailleurs, mais qui sont quand même considérés comme de très grands écrivains et qui ont un rapport très, très grand avec leur pays. Ben, pour les écrivains africains, malheureusement, ils ne peuvent, en général, être vraiment considérés comme des écrivains, de grands écrivains, que s'ils sont connus ailleurs. S'ils publient sur le continent africain, en général, personne ne les connaît. Et si, par chance, ils ont un texte publié sur le continent qu'on reprend dans un pays occidental, ça pourrait devenir autre chose. Je prends l'exemple de la Camerounaise Amal Gaili Amadou, avec son roman qui s'appelait Mounial. Mounial était un roman publié au Cameroun par les éditions Proximité. Mais bon, à part le Cameroun, personne ne connaissait ce livre-là. C'est plutôt au Cameroun qu'on la lisait peut-être. Mais à partir du moment où le groupe Orange, crée un prix Orange Afrique et que elle est la lauréate et que dans le cahier de charge du prix, le livre du lauréat doit être repris en France. Et qu'en France, les éditions Emmanuel Colas ont repris Mounial sous le titre de Les Impatientes. Elle a eu le Goncourt des lycéens. C'est devenu un phénomène mondial. L'ambassade des États-Unis au Cameroun lui a accordé la bourse du gouvernement américain. Le président de la République camerounaise, son premier ministre et son épouse l'ont reçu. C'est-à-dire, elle a publié au Cameroun. Elle n'a pas eu cet écho-là, même de la part des autorités du président de la République et de son épouse. Mais parce qu'elle a eu le Goncourt des lycéens en France, quand elle repart au Cameroun, c'est un accueil officiel. Les officiels, le gouverneur de la région et tout est à l'aéroport pour l'accueillir. Le premier ministre l'accueille, le président de la République l'accueille, l'ambassade de France l'accueille, l'ambassade des États-Unis l'accueille et lui accorde cette bourse-là. C'est tellement significatif de notre rapport au monde. Nous sommes plutôt dépendants du regard que les structures occidentales vont poser sur nous et elles ont le pouvoir de choisir parmi nous qui est le meilleur, en fonction de quels critères. Parce que ceux qui légitiment sont aussi ceux qui définissent les critères de qualité. Celui qu'on installe comme le meilleur devient le meilleur. Les autres, qu'ils soient bons ou pas, parce que les structures ne les ont pas choisis, ils n'existent pas. Que nos maisons d'édition soient obligées d'acheter les droits auprès de nos éditeurs ici pour publier dans nos propres pays, au lieu que ça soit l'inverse, c'est quand même quelque part triste. Mais pour nuancer ça, je peux dire, l'Algérie est quand même un pays qui parvient à vendre ses auteurs ailleurs. Parce que Kamal Daoud publiait aux éditions Barzac avant d'être publié en France. C'est quand même aux éditions Barzac qu'on a acheté des droits. Il y a aussi une autre Algérienne, Kauter Adimi, avant que les éditions d'Actes Sud n'achètent son livre. C'est en Algérie qu'elle avait publié. Donc, l'Algérie est l'une des exceptions de pays dont certains auteurs peuvent avoir une existence chez eux avant d'être connus en Occident. C'est pas seulement l'Algérie, je crois. Il y a beaucoup de pays. Il y a le Nigeria aussi. Il y a l'Afrique du Sud, peut-être le Kenya. C'est-à-dire, il faut faire peut-être avant tout une très grande distinction entre pays. C'est-à-dire les pays anglophones et les pays francophones, déjà, ils sont très différents de beaucoup de points de vue. Ils ont une culture très différente. On le voit si on passe du Ghana au Togo. Ils sont deux pays confinants. Ils sont deux pays avec une condition géographique qui est la même, mais ils sont complètement différents l'un de l'autre. Et aussi pour ce qui concerne la littérature, peut-être les pays anglophones
pas tous, mais quelques pays anglophones, a des structures un peu plus développées, disons, par rapport en général aux pays francophones. C'est-à-dire, il y a des pays où on a des très grandes, très importantes maisons d'édition, où on a un lectorat aussi. Et on sait qu'il y a des auteurs aussi qui choisissent comme choix vraiment fort de rentrer en Afrique pour continuer leur production, c'est-à-dire des auteurs de la diaspora qui ont publié au début à l'étranger et qui décident de rentrer chez eux pour continuer leur production. Et peut-être maintenant un petit peu les choses sont en train de changer, c'est-à-dire c'est vrai que encore la littérature n'a pas gagné l'imaginaire populaire en Afrique, donc c'est pas tout le monde qui lit. Mais je sais pas, peut-être avec la digitalisation aussi quelque chose pourra changer. C'est-à-dire, on sait que l'Afrique est très digitalisée et que à travers la digitalisation, on a créé en Afrique beaucoup d'innovations dans plusieurs domaines et aussi dans la littérature. On commence à voir ça. C'est-à-dire pendant la période du Covid, par exemple, pendant la pandémie, en Afrique du Sud a été promu le premier festival littéraire complètement en ligne, complètement sur les réseaux sociaux, qui a été promu par l'écrivaine Zukiswa Wander. Et il y a toujours plus de revues littéraires en ligne qui donnent l'espace aux jeunes auteurs pour publier leurs nouvelles, leurs textes. Et on a aussi plein de blogs littéraires, c'est-à-dire les gens qui créent un blog pour parler de littérature, pour parler des textes et des auteurs qu'ils aiment. Donc peut-être là aussi les choses sont un petit peu en train de bouger. Oui, là, c'est vrai, une opportunité qui est en train de s'ouvrir et les pays anglophones sont les pionniers dans cette innovation. Parce que c'est vrai ils avaient une avance, comme tu l'as souligné. L'avance, c'est qu'ils ont des structures quand même beaucoup plus importantes. Ils ont peut-être aussi un lectorat relativement plus important aussi. Quand on prend l'exemple Ken Saro-Wiwa vendait beaucoup de livres en publiant au Nigeria. C'est vrai, il avait un lectorat qui était nombreux. Aujourd'hui, avec la digitalisation, je pense que non seulement les écrivains parviennent à être en relation plus facilement à l'intérieur du continent, sans être obligés de passer par des festivals internationaux. Ils sont beaucoup plus en contact les uns avec les autres, même au-delà des langues. Parce que beaucoup de jeunes écrivains francophones lisent aussi en anglais. Peut-être que les lusophones sont relativement en retrait parce que le portugais n'est pas nécessairement une langue qu'on entend dans les pays qui ne sont pas lusophones. Donc, les choses sont en train de changer énormément. Ce qui reste peut-être à conquérir, et là tu l'as souligné, c'est à partir de quel moment la littérature va s'installer dans l'imaginaire populaire de ceux qui savent lire et écrire. Parce que la majorité des Africains ne sont pas suffisamment instruits jusqu'à un niveau où ils liraient un roman. Cependant, au sein de la minorité qui est à ce niveau-là, on peut déplorer, est-ce que c'est à déplorer? On peut remarquer que beaucoup de personnes ne lisent pas. Et la digitalisation n'a pas pour le moment entraîné un regain disons, d'appétit pour la lecture. On a même plutôt tendance à voir que la production des contenus c'est tellement diversifié que les gens lisent bien souvent, ils lisent. Mais qu'est-ce qu'ils lisent? C'est-à-dire, les gens lisent, par exemple, plus les blogs, lisent sur Facebook, lisent sur des groupes WhatsApp. Je prends mon exemple. Quand je me rends dans des pays africains, certains pays, par exemple, je reviens du Burkina Faso, je peux rencontrer des gens qui écrivent, qui cherchent à ce que nous ayons quelques moments de discussion parce que ce que je fais les intéresse ou bien les influence. Et
quand nous nous retrouvons pour discuter de ce que je fais, ben, ils me disent avec honnêteté qu'ils n'ont jamais lu un seul de mes livres. Mais ils lisent des extraits que je mets en ligne sur Facebook. Donc, ils me connaissent à travers des fragments sur Facebook. Ils ne m'ont pas encore lu parce que mes livres, ils ne les ont pas dans leur pays. Je me dis, bon, c'est vrai que ce serait un peu compliqué de me faire croire que mes livres ne sont pas disponibles aujourd'hui où ils pourraient acheter des versions numériques. Avant, c'était vrai. On n'a pas de librairies nécessairement qui ont commandé des livres publiés en France. Aujourd'hui, il y a quand même des versions numériques des livres. Donc, mes livres sont aussi en version numérique et on aurait pu s'attendre à ce que ça soit plus facile, plus accessible à quelqu'un qui dit suivre mon travail. Mais non, les gens me disent, ben, ils me lisent sur Facebook. Donc, disons que pour qu'on ait des gens qui ont vraiment une culture de la lecture, c'est peut-être ça qui reste un problème. Mais je me dis, peut-être, ça pourrait s'améliorer, ça viendra. Parce que dans le phone au Nigeria, par exemple, on peut se réjouir que l'on ait un lectorat de plus en plus important. Mais je vais ajouter une chose, c'est que le lectorat local a aussi des attentes. Parce que, mine de rien, le lectorat local aussi a une vision de ce que devrait écrire un écrivain africain. Souvent, on entend dire, il faut pas écrire des choses qui parlent de nous, qui nous touchent, qui nous parlent. Ce qui veut dire, si jamais un écrivain africain avait envie peut-être de parler de l'Inde ou de la Chine, bon, la Chine, ça pourrait parler aux Africains, mais de l'Inde, ou bon, ça pourrait ne pas être un écrivain considéré comme important parce qu'il ne parle pas, entre guillemets, de nous. Donc, même, disons que la littérature et le lecteur, il y a toujours un rapport de demande. Il y a une demande. Est-ce que quand on n'entre pas dans la demande, on sera suivi? Peut-être. Mais il y a quand même une demande. Elle est implicite ou explicite. Partout et quelles que les conditions, il y a une demande, une attente. C'est très intéressant ça. Et est-ce que toi, tu es connu au Togo, je crois, et tu as écrit des livres qui... Je suis connu dans... je disais, tu as écrit des livres, les premiers livres... Je suis connu au Togo. Venaient de ton travail de sociologue en Amérique du Sud. Et après, tu as écrit des livres qui ont été mis en scène en Afrique. Oui, oui. Et lesquels sont les plus connus au Togo? Oui, au Togo, c'est mon tout premier roman qui a été publié au Togo. Qui a été publié au Togo en 1988, Femme infidèle. C'est le plus connu. Le plus connu dans la mesure où lui, il parle vraiment des réalités, bon, au sein de mon groupe ethnique, le groupe ethnique Tem. Et comme il est sorti sur place, que, bon, ben, il y a eu une grande publicité autour de ce livre-là, c'est le plus connu. Il y a, je peux même dire, beaucoup de Togolais qui parlent de moi comme écrivain ne connaissent que Femme infidèle. Femme infidèle qui a été maintenant traduit dans la langue maternelle parce qu'il y a une version français, donc dans ma langue maternelle, et dans l'une des langues les plus importantes du Togo, le Mina. Donc, il y a la version français et Mina français. Femme infidèle est mon livre le plus connu. Mais dans le milieu des littéraires, des jeunes qui écrivent, qui ont des cercles des clubs de lecture, d'ateliers d'écriture, et ils me suivent et connaissent mes livres. Donc, je suis connu quand même dans un petit milieu, le petit milieu très littéraire de jeunes qui écrivent, qui sont vraiment liés à la littérature. Au-delà, c'est plutôt par mon nom que les gens me connaissent. Ils connaissent le nom parce que à un moment, c'est ce qui va peut-être les frapper. Ils entendent mon nom, mais n'ont pas nécessairement ouvert un de mes livres, ou peut-être ne me liront jamais, mais ils me connaissent par mon nom. Ça, c'est vrai que je ne peux pas dire que dans mon pays, je ne sois pas connu. Mais comme je le disais dès le début de notre entretien, c'est vrai que on me connaît d'abord à partir de la France. Oui. Oui, ça me ramène un peu en Italie, disons, où la littérature africaine encore représente un petit peu une niche.
C'est-à-dire, c'est une situation différente, Oui. l'Italie par rapport à la France, puisque, comme tu disais, les auteurs africains francophones, ils publient en France. Donc, en France, comme en Angleterre, on a cette définition qui a été aussi assez débattue de francophone, c'est-à-dire on a les auteurs francophones qui ne sont pas, qui parlent français, ils écrivent français, mais ils sont pas français. Et c'est quelque chose qui est un peu à moitié, je crois, entre la littérature française et la littérature étrangère. Tandis que en Italie, on n'a pas les italophones, donc c'est vrai qu'il y a quelques auteurs qui habitent l'Italie, quelques auteurs africains qui habitent l'Italie et qui publient, qui parlent italien et publient en italien, mais ils sont très peu. Donc normalement, les auteurs qui arrivent en Italie sont les auteurs qui sont traduits. Donc c'est les auteurs qui sont déjà connus dans le monde, qui ont un succès. C'est-à-dire en France, on peut trouver, je crois, aussi des auteurs mineurs qui publient en français, mais qui ne sont pas traduits à l'étranger. Et la même chose en Angleterre. En Italie, c'est seulement la traduction qui permet de faire connaître les auteurs africains. Donc, la littérature africaine, elle est dans la littérature étrangère tout court. Il n'y a pas de, comme en France, une situation un peu plus fluide, disons. Oui, c'est vrai que je me suis toujours demandé pourquoi d'Italie, nous n'avons pas encore des auteurs africains qui être connus ailleurs avec des textes qu'on va traduire en français, en anglais. C'est vrai, je n'en connais pas. Pour le moment, je ne connais pas encore des auteurs africains publiant en italien. Peut-être qu'il y en a qu'on a traduit en français, par exemple. C'est plutôt l'inverse. On traduit des auteurs africains écrivant en anglais, en portugais ou en français en Italie. Pourtant, bon, c'est vrai, ils ne sont pas très nombreux, mais ça commence à faire un certain nombre quand même. Je pense que, oui, ils commencent à être relativement importants en nombre, les Africains écrivant en italien. Je ne sais pas si c'est l'espace italien qui n'arrive pas à les mettre vraiment en valeur pour que le monde entier les découvre, ou si c'est une question, parce que ne lisant pas en italien, je me pose cette question, ou c'est une question de qualité, je ne sais pas, parce que je me dis, on aurait pu aussi avoir des écrivains africains ayant publié en Italie et qui, à partir de l'Italie, se font connaître ailleurs dans le monde. Mais je n'en connais pas. Par un ami, Pierre Connet, je sais aussi qu'il y a des écrivains africains qui écrivent en allemand, en suédois, en finlandais. Je n'en connais pas. Lui, il les lit dans ces langues-là, puisqu'il lit toutes ces langues-là. Mais moi, sans lui, je n'aurais pas su que ça existait. Par exemple, des écrivains dans l'Europe du Nord qui écrivent dans les langues de l'Europe du Nord, je ne savais pas. Je crois que pour ce qui concerne l'Italie, je sais pas, dans les dernières années, je vois qu'il y a un intérêt croissant vers l'Afrique. Je dirais pas vers la littérature africaine, peut-être ça c'est une conséquence, mais en général vers l'Afrique, c'est-à-dire on commence à parler d'Afrique différemment et on commence à en parler beaucoup, disons. Et ça touche aussi la littérature, c'est-à-dire on a des maisons d'édition qui ont des collections dédiées aux auteurs africains, et on a, je crois, un regard toujours plus intéressé vers l'Afrique et l'envie de la connaître. Peut-être c'est aussi qu'on est si proche que ça devrait être assez naturel de se connaître, et ou peut-être ce sont les changements qui sont en train de se produire en Afrique. On sait que l'Afrique est en train de changer énormément, très très rapidement, et donc ça peut-être crée de l'intérêt. C'est vrai que cet intérêt, même s'il est relativement lent, il commence à se généraliser, c'est vrai. Il y a un intérêt de plus en plus grand pour le continent africain, et il y a de la part des jeunes africains, on va dire, elle est une ouverture forcée sur tous les pays du monde.
C'est vrai que les nouvelles technologies permettent aussi aux jeunes Africains de se décloisonner. Qu'ils aient voyagé ou pas, je pense que ceux qui ont les codes, c'est-à-dire ils sont allés à l'école, ils ont un certain niveau, ceux qui ont les codes sont maintenant un peu sur le continent bien ancré, mais en même temps partout dans le monde. Et je crois que peut-être cette ouverture-là des jeunes Africains vers le monde correspondrait aussi à l'ouverture des jeunes des autres pays vers le monde, donc aussi vers l'Afrique. Il se peut qu'à un moment, ce soit une nouvelle génération d'Italiens qui ferait que les littératures africaines en langue italienne directement et les littératures italiennes, italo-italiennes, deviendraient une sorte de pays linguistique commun, comme ce qu'on a essayé de définir ici en français par ce concept de littérature monde initié par Michel Lebris et d'autres écrivains. C'est-à-dire littérature monde, d'accord, mais c'était littérature monde en langue française. C'était précisé littérature monde en langue française. Peut-être un jour, une littérature monde en langue italienne. Pourquoi pas? Donc, avec cet espoir, je crois que le temps à notre disposition est fini. Donc, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, tout ce que je peux ajouter, c'est que, à un moment que la littérature porte sur ses ailes d'universalité, eh ben, vraiment, la fraternité plus globale au-delà des langues. Voilà. Oui, ça c'est un bel espoir. Merci Samy. Merci. Ciao, au revoir tout le monde.